Va nous rejoindre sur ce plateau Luc Ferry, et nous avons en direct, puisque nous ouvrons le duel des idées, merci beaucoup Monsieur le Premier ministre, avec Daniel Cohn-Bendit qui est avec nous en direct. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Et Luc Ferry, bonsoir. Bonsoir merci les amis. À vous aussi. Un mot peut-être de ce qu'on vient d'entendre à l'instant de Manuel Valls, mais aussi de ce témoignage extrêmement fort de Simon Fieschi qui dit c'est terrible à dire, mais le oui, mais, c'est-à-dire dans notre société, il y a une espèce de lâcheté qui a été créée par les djihadistes où il y a une peur qui s'est installée de fait. Oui. Luc Ferry. La peur, elle est là, elle est dans les lycées, dans les collèges, pour les professeurs qui, évidemment, comprennent que leur vie peut être mise en danger par un mot de travers ou par un cours sur la liberté d'expression ou sur la Shoah ou sur tel ou tel autre sujet délicat pour les islamistes et avec des frères musulmans derrière qui détestent l'école. C'est vraiment leur combat, les frères musulmans, parce que c'est le lieu de l'esprit critique, de la liberté d'expression et c'est le lieu par excellence de la laïcité, de l'idée républicaine. Donc oui, bien sûr, moi je partage cette peur. Vous savez, même quand je viens chez vous, mon cher Darius, je sais très bien qu'un mot de travers, un mot mal prononcé, ça peut vous entraîner immédiatement des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Je rappellerai quand même l'histoire récente de ce proviseur qui a été obligé de démissionner, de prendre sa retraite anticipée parce que les menaces de mort étaient omniprésentes sur ses réseaux à lui. Et donc oui, moi je comprends que les gens aient peur. C'est pas bien d'avoir peur, évidemment qu'il faut être courageux. Bien sûr que on est tous pour le courage et pour la liberté, mais c'est une période dans laquelle ça devient, vous savez, avec ces réseaux sociaux anonymes. C'est pour ça que moi je me bats depuis des années contre l'anonymat sur les réseaux sociaux, parce que ça permet toutes les saloperies. Alors que ces réseaux sociaux étaient une promesse de presque des lumières, si vous voulez, de l'Aufklärung, pour parler dans un langage commun avec Dany, c'est devenu les poubelles de la haine, du complotisme et des menaces de mort et de viol. Voilà. Donc oui, moi je comprends que les gens aient la trouille. On dit toujours, on dit le terrorisme, heureusement, le terrorisme, ça ne sert à rien, il ne gagne pas. Et là, est-ce qu'il faut avouer qu'ils ont en partie gagné? C'est-à-dire ils ont induit une peur qui a changé un certain nombre de comportements. Oui. Je crois que je m'excuse, mais ça veut rien dire de dire ils ont gagné, ils ont perdu. Non, ils n'ont pas gagné. La République est toujours là. J'ai été très impressionné par l'argument contre le 8 mai. Moi-même, j'ai longtemps avant Charlie Hebdo, j'avais une réflexion publique en disant est-ce qu'il faut à tout prix toujours provoquer? Et en fait, les meurtres ont prouvé que j'avais tort. J'avais tort. Si. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est cette radicalité contre le 8 mai. Elle vaut pour ceux qui disent oui, Poutine, oui mais sur l'Ukraine, comme l'a dit Emmanuel Valls. Il est dans sa radicalité. Il y a des tas de choses, je ne suis pas d'accord, quand même, mais dans sa radicalité, il a été là tout à l'heure, juste. Il a dit il n'y a pas de oui mais. Et je crois que ça, c'est vrai. Nous devons tous réfléchir parce qu'on a tendance à dire oui mais. Et c'est vrai, il a raison. Moi, j'étais effondré par les 8 mai après le 7 octobre. C'est-à-dire le 9 octobre, déjà, on l'entendait, le 8 mai. On dit oui, vous comprenez, oui, mais regardez Israël. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on accepte de justifier des massacres. Et donc, il faut... Vous savez, aujourd'hui, à Francfort, on a donné... Les libraires ont donné le prix de la paix à Madame Applebaum. Madame Applebaum est une historienne américaine qui radicalement explique comment on n'a pas assez lutté contre Poutine, comment on laisse s'effondrer l'Ukraine. Et donc, de tous les côtés, oui, la lutte, le combat contre le 8 mai, il faut condamner et en même temps, il faut être lucide pour voir ce qu'on peut faire. Mais lutter contre l'hypocrisie du 8 mai. De tous les côtés, que ça soit Poutine ou que ça soit Israël.
L'autocensure, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Fieschi, il faut rendre hommage à sa mémoire quand il dit une forme d'autocensure. Emmanuel Valls dit la même chose, une autocensure qui s'est créée dans nos sociétés. En réalité, il y a y compris des passages de Voltaire, il y a des pages entières de Voltaire qu'on n'ose plus vraiment imprimer. Les caricatures de Charlie Hebdo, quand on fait les commémorations de l'attentat de 2015, beaucoup n'osent pas les publier parce qu'ils se disent simplement ma rédaction, mon groupe, etc. vont courir des risques. Vous avez tout à fait raison. Dans le oui mais, on n'entend jamais le oui, on n'entend que le mais en vérité. C'est le mais qui compte. Ah oui, bien sûr, c'est vrai ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est affreux, mais c'est la résistance, ça veut dire quoi? C'est de la faute d'Israël, c'est ça que ça veut dire. Bon, donc c'est quand même justifié. C'est même ce que dit Guterres, le patron de l'ONU. Donc ça pose quand même problème. Maintenant, sur la provocation, non, je suis pas d'accord avec ça. Je dis pas que c'est ce que dit Dany, mais je pense qu'il ne faut pas provoquer parce que, par exemple, après l'assassinat de Dominique Bernard, qui est une atrocité absolue et qui terrorise en effet beaucoup de profs, il faut quand même le dire, on a un certain nombre de présidents de région ont projeté sur les murs de la ville les caricatures qui avaient déclenché toute cette histoire, les caricatures de Charlie Hebdo. Représentant le prophète à poil. Je vais pas le développer, sinon moi aussi je vais avoir des menaces de mort. Mais le problème, c'est que quand vous faites ce type de provocation, vous agrégez les gentils aux méchants. C'est-à-dire que vous avez toute une masse de musulmans en France qui sont des gens très bien, qui ne demandent absolument qu'à vivre en paix avec les catholiques, avec les juifs, mais avec ce genre de provocation, vous les agrégez aux durs, aux islamistes, aux fanatiques. Et c'est comme ça que fonctionne aussi le fanatisme. Il aime bien agréger trouver le maximum de sympathie auprès de ceux qui sont pas des fanatiques. Donc il faut quand même se méfier de ça. Il faut pas en rajouter, si vous voulez. C'est pas la peine d'en rajouter. Il faut rester évidemment d'une fermeté absolue, d'une solidité absolue sur les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de la laïcité. Mais il faut pas en rajouter dans la provocation, parce que cette provocation, encore une fois, elle a un très grand risque, c'est l'amalgame des gentils avec les méchants, si je puis dire, des modérés avec les radicaux. Et ça, je m'en méfie comme de la peste. Par ailleurs, moi je mets pas du tout dans le même l'analyse de ce qui se passe à Gaza et l'analyse de ce qui se passe en Russie, pour moi, est complètement différente. Même s'il y a des points communs du côté du Sud global, Poutine essayant de rafler la mise de tous les côtés, mais je pense que ce sont des problématiques qui sont complètement différentes. Mais c'est un autre sujet. On va revenir sur le sujet notamment de la Russie. Mais maintenant, avançons, j'aimerais vous entendre sur les déclarations du jour de Michel Barnier dans le journal du dimanche concernant le budget. C'est un de vos dadas, là, souvent vous êtes opposés sur le sujet. Dany Cohn-Bendit, vous voulez dire un mot? Oui. Non, juste simplement, je voulais dire à Luc sur la provocation, oui mais. C'est du oui mais. Non, pas du tout, non. Non, c'est le contraire. Non, je m'excuse, c'est que je l'ai compris. Oui. Charlie Hebdo, c'était de la provocation. On l'aime ou on n'aime pas. Charlie Hebdo, c'était de la provocation. Ils ont été assassinés parce qu'ils provoquaient toutes les religions, pas seulement l'islam. Toutes. Ils ont toujours provoqué les cathos, les juifs, les musulmans, etc. Et ils ont payé de leur vie parce qu'ils provoquaient. Donc je dis pas de oui mais, là aussi. Non, mais pardon, je voudrais répondre, parce que c'est un vrai sujet. Charlie Hebdo est un journal dont la profession est de provoquer. Donc c'est un journal humoristico-provocateur. Donc c'est leur rôle, et évidemment, leur assassinat est une abomination, et je défends à 1000% ces journalistes de Charlie Hebdo. Même si j'ai fait la une de Charlie Hebdo un certain nombre de fois, et qui n'était pas à mon avantage. Mais néanmoins, ça fait partie de la liberté d'expression. Maintenant, quand ce sont des présidents de région qui affichent ces images, où on voit, en effet, tu as raison, ils critiquent aussi bien, ils ridiculisent aussi bien. D'ailleurs, moi, je déteste ce journal. Je le défends parce que on doit le défendre, mais je l'ai toujours détesté. Il y avait notamment une image pardon de le dire, mais c'était une image réelle ma meilleure amie dans cette génération, la sœur Emmanuelle, qui se faisait sodomiser par le pape. Grandiose, magnifique. Ça n'a pas suscité la mort des journalistes de Charlie Hebdo par les catholiques. Les catholiques ne tuent plus. Ils l'ont fait beaucoup avant, mais aujourd'hui, ils tuent plus. Ça, en revanche, les caricatures, ça a suscité ce qu'on sait. Donc, cet assassinat terrible de la rédaction de Charlie. Mais encore une fois, je fais une différence entre un journal dont la vocation est de provoquer
humoristiquement, plus ou moins drôle. Moi, ils m'ont jamais fait rire, mais enfin plus ou moins drôle. Et puis de l'autre côté, des politiques qui sont pas obligés d'aller insulter les musulmans parce que ça insulte les musulmans. C'est une insulte de représenter le prophète à poil avec une étoile dans le derrière. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça puisque c'était la caricature en question. C'est pas la peine d'insulter les musulmans, ça ne sert à rien. Voilà, et c'est même absolument contre-productif. Donc voilà ce que et là-dessus, je suis d'accord avec un vieil ami, Régis Debray, qui avait publié un très, alors qu'il n'est pas du tout pro-islam, évidemment, ou islamisme, mais qui avait écrit un très bon livre là-dessus. J'en avais fait le compte-rendu, on en avait parlé, parce qu'il expliquait, à mon avis, à juste titre, que bien sûr, il ne faut pas dire oui, mais je suis d'accord avec toi, Dany, mais on n'est pas obligé d'en rajouter, parce que, encore une fois, on fait que les modérés rejoignent les méchants, les vrais durs. Et du coup, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que il y a peut-être 100 000 ou 200 000 djihadistes qui sont prêts à nous égorger dès qu'on a un mot de travers. Mais il y a 8 millions de musulmans en France. Et donc, c'est pas la peine de rattacher ces gens-là. Moi, j'ai une nounou, la nounou de mes enfants, qui est marocaine, qui est un ange. Voilà. Et c'est pas la peine de la faire aller du côté des islamistes. Oui. Luc, oui, tu dis avec raison, c'est pas la peine d'en rajouter. Oui. La difficulté, et là, sur les présidents de région, je serais d'accord avec toi, c'est pas ça. Mais il faut savoir que la blasphémie que défend le droit à la blasphémie que défend Charlie Hebdo, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, c'est pas ça le problème. Non, bien sûr. Que moi j'aime ou que j'aime pas, hein. D'accord. N'est pas reconnu par le monde musulman, n'est même pas reconnu d'ailleurs dans l'orthodoxie juive non plus. Et donc je dis, c'est tout ce que je voulais dire. Je dis, il faut faire attention quand la blasphémie va toujours trop loin. C'est la définition de la blasphémie. Sinon, c'est pas blasphémie. Et donc, on doit défendre, même si on dit qu'il faudrait se calmer. Donc, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Dany. Je suis d'accord avec toi. Ok. Mais ça veut dire, pour conclure sur ce sujet, est-ce qu'un certain esprit voltairien tel qu'il a existé en France est mort parce qu'en réalité on ne veut plus. Non, il n'est pas mort. Non, il est pas mort. Non. Voilà. Mais non, il n'est pas mort. Bon, simplement, le problème qu'on a, c'est encore une fois cette peur. Moi, je suis vraiment, pardon de radoter, mais cette peur qui s'en parle des professeurs, c'est ça qui est pas acceptable. On est en 2024, dans la France de 2024, et on a un pourcentage incroyable de professeurs d'histoire qui crèvent de trouille à l'idée de faire un cours. Enfin, j'exagère à peine, hein, et ce sont des rapports de l'inspection qui le disent. C'est pas moi qui le dis tout seul, et qui ont peur en tout cas, et qui pèsent chaque mot au trébuchet, parce qu'il y a 10 élèves dans la classe qui sont radicalisés et qui sont prêts à faire venir le grand frère, à faire venir les parents, etc. pour faire ce qui s'est passé avec Samuel Paty ou Dominique Bernard ou avec cette dame. Je te laisse la parole tout de suite. La professeure de français qui s'est fait taper par une élève de terminale, je crois, parce que cette professeure lui demandait de retirer son voile. Bon, et ça, je trouve que par rapport à ça, oui, il faut rester super ferme, mais ça suppose aussi qu'on défende les professeurs. Ah, c'est pas facile à faire. Un mot encore là-dessus, Dany. Oui, vous savez, il y a 2 juifs qui sont au bord du Grand Lac. Ah, tu vas nous faire une blague juive. Le Christ arrive et il marche sur l'eau. Et les 2 juifs disent, mais vous avez vu ce crétin, il sait même pas nager. Bon, c'est très bien. Merci, Dany, pour la blague juive du jour. Vous allez nous faire une rubrique, comme ça on fera chaque dimanche. Parlons du budget, parce que c'est un peu moins drôle, hélas, mais la situation du budget. C'est la semaine qui est en train de s'ouvrir avec cette bataille parlementaire très importante qui est en train de monter encore davantage. Tout à l'heure, sur notre plateau, propos un peu provocants de Michel-Édouard Leclerc, disant... On exagère en réalité, la France ne va pas si mal que ça. Est-ce que vous partagez cette surprise, disons? Et je l'ai engueulé tout à l'heure, amicalement. Oui. Alors on va entendre les deux points de vue. Allez, c'est une catastrophe absolue et c'est un déclin programmé dont nous ne sortirons pas. Voilà, moi je pense que le déclin est programmé. Et pourquoi il est programmé? Parce que c'est extrêmement difficile de revenir en arrière quand on a 3200 milliards d'euros de dette et le budget tel qu'il est conçu le prouve bien. J'ai là sous les yeux les analyses
analyses du Haut Conseil des finances publiques et aussi de l'OFCE, donc l'Office français des conjonctures économiques, et qui déclarent tous les deux, ils sont d'accord ensemble, ils ont raison hélas, que c'est pas 30% d'impôts supplémentaires, c'est 70% d'impôts supplémentaires. Pour LVMH, alors d'accord, on peut rigoler, ils sont pas pauvres, mais pour LVMH, c'est 800 millions d'euros en plus. Voilà. Alors, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que ça, c'est à la fois contre-productif en termes de relance par la consommation, parce qu'il y a moins d'argent qui va circuler, et c'est contre-productif en termes, Schumpeter, en termes d'innovation, en termes d'investissement dans l'innovation. J'en parlais avec un grand patron qui me disait, bah voilà, on va payer, il n'y a pas de problème, on a l'argent. Et je vous dis ça parce que c'est très important ce qu'il a dit. Et ça prouve à quel point c'est problématique. Il a dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? On va payer, on a l'argent, pas de problème. On a les liquidités, on va payer des centaines de millions d'impôts en plus, on va les payer. C'est une très grosse boîte. Et il dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réduire la masse salariale, ça veut dire qu'on va créer du chômage. Donc, créer du chômage, ça veut dire qu'en termes de dette et d'argent public, ce sera catastrophique. Parce que quand il y a du chômage, il y a des chômeurs à indemniser, il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Deuxièmement, on va supprimer des projets innovants. Et troisièmement, on va délocaliser, par exemple, les services de brokers à l'étranger. Ce qu'on peut faire dans le quart d'heure. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ça ? Eh bien, et un chef d'entreprise d'une très grosse boîte, c'est mécanique, ce qui fait, il n'a même pas besoin de le demander à ses directeurs de financiers ou à ses gestionnaires. Ça se fait automatiquement. C'est la logique de l'entreprise. Donc, 70% d'impôts en plus dans le pays qui est le plus imposé au monde, en tout cas de l'Union européenne, c'est une catastrophe. Et quand on a 3200 milliards d'euros de dette, ça ne va pas rassurer ni les agents de notation, ni les marchés financiers, ce budget. Au contraire, ça va les inquiéter. Pareil, on va être mis en examen par l'UE, comme l'a été la Grèce. Donc dire que c'est pas grave, pardon, mais c'est absurde, c'est gravissime. Dany. Je dis pas que c'est pas grave, je dis il faut rester un peu sur terre. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la proposition de Leclerc, c'est qu'il a dit faisons un deal. C'est impôt ou la création d'un fonds souverain pour investir. Parce que nous avons dans nos sociétés, il a dit 3 fois, pour la transition écologique, pour la modernisation de nos infrastructures, pour la modernisation de l'infrastructure, de l'hôpital, de l'éducation, etc., nous devons investir. Et donc, il dit, il faut aujourd'hui, et même le privé, je veux dire, il faut persuader aussi bien les riches que tout le monde qu'il faut qu'on ait des fonds souverains capables, justement, dans cette situation, de moderniser même si on a des dettes. Et donc, il a dit, on fait un deal. Il a parlé d'un deal. J'ai trouvé cette idée intéressante. Je ne sais pas s'il a raison, je ne veux pas... Luc est un grand économiste, pas moi, donc je ne vais pas dire ce qu'il faut faire. J'ai lu Jean Pisani-Ferry dans Le Monde, qui, lui, dit on peut faire ceci et ce budget, il est pour 1 an, c'est pas ça le problème. Le problème, il est... Et là, Luc a raison, et beaucoup ont raison, il dit, en France, on dépense beaucoup, mais mal. Et comment corriger que l'argent public soit dépensé de telle manière, et on pourrait même des fois dépenser moins. Luc fait toujours la proposition de diminuer les effectifs, on parlait du millefeuille, tout ça c'est juste, mais c'est à moyen terme. Donc ce que je voudrais, c'est ne plus discuter du budget là, celui de 2025, mais quelles sont les perspectives budgétaires sur les 7 prochaines années? Parce que c'est là-dessus que l'Union européenne pense sur 7 ans, toujours dans les prévisions. Quelles sont justement diminution des effectifs, comment remonter? Et c'est une question, par exemple, qui se pose de la même manière dans un pays qui a beaucoup moins d'endettement, qui est l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, un immense... Alors qu'elle n'est pas du tout endettée, enfin, beaucoup moins. Elle a 60%, je crois, de son PIB de dette, 70%. Mais l'Allemagne a un retard d'investissement, de modernisation, surtout
surtout qui est catastrophique. Mais Dany Cohn-Bendit, pardon, sur le principe de l'impôt, d'augmenter les impôts, petit à petit, alors le même Leclerc disait tout à l'heure, en fait, c'est les consommateurs qui vont finir par payer. Les patrons disaient il y a quelques jours, ce sont les emplois, comme vous le disiez, qui vont trinquer. Oui, bien sûr, oui. Et puis ceux qui disent aussi, c'est l'investissement qui vont trinquer. Donc en réalité, tous ces impôts se déportent sur d'autres. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée ou non d'augmenter les impôts comme cela? Les deux conseils que je viens de citer, qui sont des gens sérieux, disent qu'on va repasser à 8 points de chômage en France à cause du budget tel qu'il est prévu aujourd'hui. Alors pour l'instant, heureusement, il n'est pas encore voté. Maintenant, qu'on ait un fonds d'investissement dans l'innovation, bien sûr que c'est la bonne idée. Simplement, qui va abonder ce fonds quand on a une dette des entreprises, une dette des familles et une dette de l'État qui est absolument colossale? On ne peut pas l'abonder pour l'instant, parce que la vérité, c'est que aujourd'hui, si on ne réduit pas la dette... De Leclerc, oui. La proposition de Leclerc, c'est le deal. Pas d'impôt si tu mets de l'argent dans le fonds souverain. Mais même sans impôt, il n'y a pas de deal à avoir. Il faut de toute façon 0 impôt, mais il faut quand même diminuer la dépense publique, parce qu'on a 3200 milliards d'euros de dette. Donc si on ne fait pas une réforme sérieuse des comptes publics, il n'y a que 2 moyens. Il faut réduire le nombre de fonctionnaires, il faut travailler plus. C'est les 2 moyens sérieux d'y arriver. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas abonder ce fonds, parce que pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer? Les agences de notation et les marchés financiers vont se réveiller. Et du coup, mon cher Dany, ce que rapporte l'impôt sur le revenu, la totalité de ce que rapporte l'impôt sur le revenu ne suffira pas à payer les intérêts de la dette. Donc c'est délirant, la situation actuelle. Donc c'est pas sérieux, c'est délirant. Donc pour abonder un fonds, il faut de l'argent. Et quand on est à 3200 milliards d'euros de dette, mais en plus, Dany, il y a les dettes des familles et les dettes des entreprises. Donc personne ne va abonder ce fonds. Voilà. Et donc, à moins que Michel-Édouard Leclerc vende sa boîte et qu'il abonde le fonds lui-même, mais sinon personne ne le fera. Dans l'état actuel de la dette, encore une fois, qui est celle des entreprises, des familles et de l'État. Donc il faut réduire la dette d'abord. Est-ce qu'on a assisté au premier coup de canif? Dany, pardon, je vous laisse finir. Non, je voulais juste dire qu'il y a aussi de l'épargne privée. Il y a toute une discussion à avoir où il existe, dans les pays comme la France, l'Italie et même encore plus, une épargne privée, et comment arriver à intéresser cette épargne à ce qu'elle accepte de fixer une partie de cette épargne pour quelques années, non pas simplement pour 6 mois, comme dans un fonds d'investissement souverain capable, justement parce qu'il y a la dette publique, de relancer une dimension de l'économie qui doit aujourd'hui, on a besoin de cet investissement. C'est tout. Et est-ce qu'on a assisté au premier coup de canif dans la cohabitation? Sérieux, le coup de colère, on peut le dire comme ça, d'Emmanuel Macron, qui a eu la dent dure sur tel ou tel ministre qui aurait rapporté ses propos et déformé ses propos selon lui, sur les commentateurs, sur les journalistes, mais évidemment, au premier chef, c'est les ministres qui étaient autour de la table dans le Conseil des ministres et qui ont en quelque sorte trahi la confidentialité du Conseil. Réécoutons peut-être d'abord la déclaration d'Emmanuel Macron et vous réagirez. Et je crois que je dis suffisamment sur la situation au Proche-Orient pour ne pas avoir besoin de ventriloque. Tout cela est une preuve, au fond, d'un délitement du débat public et d'un manque de professionnalisme des ministres qui ont répété des propos déformés, des journalistes qui les ont repris et des commentateurs qui ne se sont pas attardés à la réalité et à la véracité de tels propos. Voilà. Il avait préparé sa flèche parce que vous voyez, il commence sa phrase, il est bien précis sur les attaques qu'il fait, les commentateurs, les journalistes, etc. Les ministres aussi. Et les ministres, voilà. Est-ce que c'est de fait, il faut imaginer, ils étaient tous autour de la table, il y en a 1, 2, 3 peut-être qui ont rapporté ou déformé ses propos. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dany, priorité à gauche. J'étais pas là. Donc, s'il a raison, si ses propos ont été déformés, c'est dégueulasse. Alors, ceux qui ont déformé les propos disent non, c'est lui qui ment. J'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si dans un débat, il explique quelque chose et on déforme ce qu'il explique, c'est ignoble. Parce que il faut arrêter de jouer. On peut pas sur le dos d'Israël, Gaza, de l'Ukraine, je sais pas quoi, sur le dos de cela, faire sa petite cuisine politique. Donc je dis, je crois, vu de la manière dont il dit,
j'aurais plutôt tendance à croire que c'est lui qui dit la vérité. Mais, encore une fois, je n'étais pas là. Je n'en sais rien. Voilà, c'est tout. Il pouvait démentir, bon, ça il l'a pas fait. Donc, mais peu importe sur le fond. Le problème, c'est que dans un Conseil des ministres, déjà, même quand c'est vos ministres, je veux dire, de votre parti, déjà, il faut rien dire. Hein. Jacques Chirac me disait un jour, Jacques Chirac avait dit quelque chose qui était très intéressant. C'était à propos du Koweït, comme disait Mitterrand, donc à propos de Bush et de l'intervention américaine. Bon, et il avait parlé pour une fois. Et j'étais allé le voir. J'ai dit, écoutez, président, c'est bien quand vous nous dites des choses, ça permet de comprendre. Bon, et il me dit, mais je ne dis jamais rien au Conseil des ministres parce que je sais qu'à 15h, tout se retrouve dans Le Monde. Voilà, dans le journal, Le Monde. Et donc, quand en plus vous avez un Conseil des ministres avec des gens qui ont été vos adversaires pendant des années et qui vous ont craché à la gueule pendant des années, c'est quand même le cas aujourd'hui. Il ne faut rien dire. Il faut être un débutant pour parler devant ces gens-là. Et donc, il ne doit pas prononcer des phrases sur un sujet brûlant comme Gaza et comme Israël, et surtout pas cette phrase-là, s'il l'a vraiment dite, à savoir que c'est l'ONU qui a créé Israël par la résolution 181 en 47, ce qui est évidemment faux, parce que c'est toute une histoire qui est derrière. Et d'ailleurs, vous savez, je voudrais quand même vous dire une chose, si on peut parler de philosophie 3 secondes, c'est que, en fait, les grands moments juridiques, que ce soit l'abolition de la peine de mort, que ce soit la reconnaissance du droit à l'avortement, que ce soit le droit de vote des femmes, c'est toujours l'aboutissement d'une histoire qui a pris des siècles, ou en tout cas des décennies. Et c'est la même chose pour Israël. L'émigration des Juifs d'Europe de l'Est et de Russie après les pogroms des années 1880, c'est elle qui est le point de départ de cette volonté d'un foyer national juif en Palestine, qui sera boosté par la déclaration Balfour en 17, puis par la reconnaissance, la validation de la déclaration Balfour par la SDN en 1920, et puis évidemment par la Shoah. Sans la Shoah, Israël n'existerait probablement pas. Et c'est en 48, pas en 47, que l'indépendance de l'État d'Israël est déclarée par Ben Gourion. Donc, si Macron a vraiment dit ça, c'est évidemment une bêtise. Mais sur la réalité du pouvoir. Sur la forme, Dany a raison. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut faire gaffe, tu sais. On va pas faire le débat historique. Je vous avertis tout de suite. On va faire pas le débat historique, Dany. Mais sur la réalité du pouvoir en France aujourd'hui, c'est quand même une cohabitation un peu molle, cohabitation un peu étrange. Il y a eu toutes ces définitions bizarroïdes, coexistence, coopération, etc. Comment évolue? Qui a le pouvoir aujourd'hui en France? Dany. Oui, mais Darius, rappelons-nous une campagne présidentielle et un moment extraordinaire entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Ah oui, je me souviens. Il s'agissait de... Je vous avais informé, dit Chirac, sur l'histoire des Iraniens, et Mitterrand dit non. Alors, oui, moi, dans les yeux, je le conteste. Oui, non, le conteste qui dit c'est pas vrai. Et les yeux dans les yeux, les deux dans les yeux, Chirac lui dit regardez-moi les yeux dans les yeux, et Mitterrand dit dans les yeux, je vous dis c'est pas vrai. Pervers comme je sais, je crois que c'est Chirac qui disait la vérité, et parce que tout le monde admire le sens politique de Mitterrand, c'est Mitterrand qui l'a complètement lui a mis la tête dans le sable. Mais on ne sait jamais, aujourd'hui, on ne sait jamais. Ils ont joué sur quelque chose, cohabitation, où il n'y avait que Chirac et Mitterrand qui étaient là, et ils ont mis en scène quelque chose qui a eu une importance dans cette campagne. Je dis qu'aujourd'hui, là, Luc a raison, je dis, quand les médias, au lieu d'expliquer est-ce qu'il a dit ça ou pas, c'est pas grave, c'est pas le problème. Le problème, c'est que la vérité, c'est ce que vient de dire Luc sur la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est une lutte. Ce que tu oublies sur la déclaration de Balfour, c'est que les Anglais eux-mêmes, les impérialistes, ont voulu rayer la déclaration de Balfour. Ils étaient contre la création d'un État d'Israël. Ils ont empêché les Juifs en 45-46 d'aller en Israël militairement. Et c'est une guerre. C'est pour ça que les sionistes parlent d'une guerre de libération nationale, parce qu'ils se sont coltinés l'impérialisme. Ils se sont coltinés l'impérialisme qui ne voulait pas de cela. Donc, jusqu'à la fin du protectorat. Le problème n'est pas donc maintenant de dire est-ce qu'il a dit ou pas. Ça, c'est dans l'espace public, on en a parlé comme ça a été rétabli. C'est pas l'ONU qui a créé l'État d'Israël,
Sinon, et puis c'est tout. Et après, qu'on laisse ceux qui ont fait courir ce bruit à leur vérité. Je ne sais pas quelle est la vérité. Alors, au-delà de l'histoire, et soyons honnêtes, d'ailleurs, il faudrait aussi citer Churchill qui est pour la création de l'État d'Israël et pour placer la France de manière un peu surprenante parmi le camp des vainqueurs, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Churchill, on lui doit beaucoup, tout le monde lui doit beaucoup, mais passons l'histoire. Aujourd'hui, dans la réalité du pouvoir, qu'est-ce que c'est en train de montrer? Où va le pouvoir petit à petit en France? Est-ce que c'est chez Emmanuel Macron? Est-ce que c'est chez Michel Barnier et ce gouvernement? Non, mais là, il y a une division qui est très claire dans la Constitution de 58, et là, je crois que pour une fois, elle est assez visible. Le pouvoir domestique, si je puis dire, pour parler comme dans les aéroports, le pouvoir à l'intérieur, il est évidemment du côté de Barnier et de son gouvernement, et sur le régalien, c'est-à-dire sur l'international, ils sont très opposés, très hostiles à Macron. Il est évident Oui, mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que le pouvoir, il est même pas chez Barnier. Parce que le pouvoir, il est au Parlement, et le Parlement n'a pas de pouvoir. Le problème, il est nulle part. On a un pouvoir de représentation chez Macron sur l'international, mais en France, il n'y a pas de pouvoir. Non, mais on est d'accord, Dany. J'avais pas fini, mais on est entièrement d'accord. La vérité, c'est que ni Macron ni Barnier n'ont véritablement le pouvoir. Et s'il y a quelqu'un qui a le pouvoir, elle a un pouvoir très grand parce que elle peut faire tomber le gouvernement le jour où elle voterait une motion de censure qui serait présentée par la gauche. Voilà. Et donc le pouvoir, s'il y a un pouvoir, je termine 2 secondes, mais c'est un pouvoir qui est purement négatif, Dany. C'est le pouvoir juste de faire tomber le gouvernement. Voilà. Alors, ça a des effets. Qu'ils se sont soumis à Mélenchon. Il y avait un pouvoir, le Front républicain qui avait gagné les élections, le Front républicain, pas le nouveau Front populaire, le Front républicain a réussi. Il n'y a pas eu de majorité insoumis, c'est-à-dire qu'ils se sont soumis à Mélenchon et c'est pour ça qu'il n'y a pas de pouvoir. Donc, il y aurait un... fallu que la gauche aille jusqu'au bout des LR, donc c'était peu probable. Et même à l'intérieur du Front populaire, c'était purement négatif, Dany. Il s'agissait uniquement de faire barrage au Rassemblement national, mais quand certains députés traitaient Glucksmann de sale juif ou de sale sioniste, excuse-moi, voilà, la cohérence n'était pas vraiment évidente, tu vois. Avançons s'il vous plaît sur ce qui se passe à l'étranger, parce que c'est une nouvelle extrêmement importante, et même plus que ça, c'est la présence pour la première fois sur le sol russe de combattants nord-coréens qui s'apprêtent à les combattre contre les Ukrainiens sur le sol de fait de l'Europe, au sens continental du terme. Regardez cette image, elle est fournie par les Sud-Coréens et l'indiquerait, il faut parler, l'Ukraine est catégorique sur le fait que ces soldats arrivent, il y aurait déjà 1500 soldats nord-coréens dans des bases en Russie, 12 000 seraient en cours d'être envoyés. D'abord sur la puissance du symbole. Vous êtes en Allemagne, Dany, c'est encore plus proche de vous, si j'ose dire, le fait que de cette lointaine dictature de Corée du Nord arrivent des gens qui vont combattre sur le sol de l'Europe. Quel commentaire est-ce que ça appelle en vous? Est-ce que, comme certains le disent, on entre de fait dans une forme de troisième guerre mondiale, de guerre mondiale? Zelensky dit c'est le début d'une guerre mondiale. Est-ce que vous le pensez, Dany? Je ne sais pas si c'est le début d'une guerre mondiale, mais regardons ce qui se passe en ce moment. Vous avez un président Zelensky qui est complètement désespéré parce qu'on ne lui donne pas la possibilité de combattre l'impérialisme russe, de combattre les Russes qui essayent de détruire une partie du territoire ukrainien. Madame Appelbaum vient de le dire, le rappeler encore à Francfort. Depuis le début de cette guerre, nous sommes en retard de notre soutien à Zelensky et aux Ukrainiens. Et aujourd'hui, Poutine pousse son avantage en disant non seulement je laisse mourir entre 1000 et 1500 soldats chaque jour en Ukraine, ça m'est complètement égal, mais j'ai des pays comme la Corée du Nord qui sont prêts à en rajouter des milliers parce qu'eux aussi, ça leur est complètement égal qui va mourir aujourd'hui en Ukraine. Et dans cette situation, je crois qu'il y a un défaitisme, il y a un incroyable du côté de ce qu'on appelle l'Occident. Et moi, ce que je trouve désespérant, c'est que j'ai l'impression qu'on est prêts à lâcher les Ukrainiens. C'est ça le problème. Surtout si Trump est élu, oui.
Mais je crois que l'enjeu... Bon, on n'a pas la même analyse de la guerre en Ukraine. Moi, je pense qu'elle part de la guerre du Donbass. Mais sur l'arrivée des Nord-Coréens. Justement, c'est pour ça que je commence par ça. On n'a pas la même analyse. Moi, je pense que tout part de la guerre du Donbass, mais peu importe. Sur l'arrivée des Nord-Coréens, c'est très symbolique, Darius. Parce que je suis convaincu que et là-dessus, je pense pas qu'on soit fondamentalement en désaccord, pour Poutine, l'un des principaux enjeux de cette guerre, c'est de prendre le leadership du Sud global. C'est ça l'enjeu. Et il a le soutien de 25 pays d'Afrique, il a le soutien de la Chine, il a le soutien de l'Inde, il a le soutien du Brésil. Bref, il a le soutien des BRICS, dans lesquels il y a aussi l'Égypte et l'Iran. Voilà. Et donc, évidemment, rajouter les Nord-Coréens, ça permet de montrer, voilà, vous voyez, le tiers-monde, il est avec moi, ou le Sud global est avec moi. Et donc, ça, c'est l'enjeu pour Poutine, c'est d'être le leader. Et dans tous ces discours du Sud global, et dans tous ces discours, vous le remarquerez depuis 2 ans, à chaque fois, il fait référence à cet Occident arrogant qui a été l'artisan de la colonisation. Et c'est ça aussi le lien avec ce qui se passe en Israël, évidemment, puisque Israël est perçu par le Sud global comme étant le dernier pays colonisateur américanisé et blanc. Mais est-ce que vous y voyez quelque chose comme le sens de l'histoire ? Oui. L'Europe a été le continent conquérant, pour le meilleur et pour le pire parfois. Pour le pire souvent aussi, il y a la colonisation, mais enfin, c'est l'Europe qui a envoyé ses troupes partout dans le monde. Et là, on a des troupes de la Corée du Nord. C'est une dictature dont beaucoup pensaient qu'elle serait incapable de faire quoi que ce soit à cause de la misère, qui arrive à envoyer ses troupes en Russie et demain, peut-être plus nombreux encore, sur le sol de l'Europe. Est-ce que c'est pour nous, Européens au sens large, une sorte de doigt d'honneur de l'histoire ? Bien sûr. Dany, je te laisse. Il faut voir un peu la situation. D'abord, il faut la décrire. La Corée du Nord est un pays où 80% de ses citoyens n'ont presque rien à manger. Je veux dire, c'est un État, on a décrit, il y a eu des reportages sur la Corée du Nord. Dans ce Sud global, il y a Cuba, où aujourd'hui ça va, il n'y a même plus d'électricité. Vous voyez, le Sud global est en train de s'effondrer, et pour surmonter cela, il joue la grande symphonie de la guerre, et on va défendre les valeurs contre l'Occident, par exemple. On va envoyer en Ukraine maintenant des soldats. Mais alors, pardon, Dany Cohn-Bendit, pourquoi les Européens n'osent pas répliquer œil pour œil, dent pour dent, en envoyant des troupes en Ukraine ? Tout à l'heure, sur notre plateau, il y avait Manuel Valls qui disait oui, il faudrait examiner ça. Emmanuel Macron avait émis l'hypothèse. Envoyer des troupes en Ukraine pour, en quelque sorte, faire pièce. Écoutez, moi qui suis un pacifiste, je suis pour envoyer des troupes, mais on est très peu. Donc je veux dire, ça ne sert à rien que moi, Dany Cohn-Bendit, qui n'ai jamais fait son service militaire, je dis oui, il y a un problème. Aujourd'hui, œil, pour dent, c'est de donner à Zelensky les armes, pas les larmes. On lui donne les larmes et pas les armes, c'est ça la réalité, dont il a besoin pour cibler sur le territoire russe là où partent les drones et les avions qui vont bombarder l'Ukraine. Voilà ce qu'il demande. Donc il ne demande pas que M. Darius décide d'envoyer des troupes en Ukraine. Il demande, donnez-moi les armes pour que j'arrête ceux qui nous bombardent et bombardent notre territoire, non seulement Kiev, Kharkiv et partout dans le reste sur le territoire Odessa. Et ça, on ne veut pas lui donner. Voilà le problème. Vous parliez de Trump, Dany Cohn-Bendit, Luc Ferry. Je vous confonds maintenant, vous voyez, avec l'âge. Non, mais quelquefois, il nous arrive d'être d'accord. Donc, vous parliez pas Trump. Pas là-dessus. Mais regardez la dernière capture d'écran du site des parieurs, Polymarket. Oui, c'est toujours intéressant parce que ça, c'est pas seulement des gens questionnés en théorie, des gens questionnés vraiment sur ils parient. Alors, c'est vrai qu'il y a des doutes parce qu'il y a tellement d'argent soudain qui a été investi. Certains se disent, il y a peut-être que certains donateurs, le nom d'Elon Musk a été supposément évoqué, ont pu vouloir un peu orienter un peu les paris. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ça semble refléter un certain nombre d'indications. La campagne de Trump qui est plus forte. Est-ce que pour vous, ça correspond à quelque chose au-delà des États-Unis, cette espèce on est pas une Trump mania, mais enfin ce courant de puissance de campagne de Trump qui sur la dernière ligne droite, on y est vraiment, est en train de naître.
Oui, enfin, la plupart des spécialistes des États-Unis pensent que Trump va gagner. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Bon, Daniel dira, comme je vous le dis tout de suite, mais je pense qu'il y a il y a deux éléments qui bénéficient considérablement à Trump. C'est le fait qu'il est le premier président à oser soulever le couvercle du politiquement correct, c'est-à-dire le politiquement correct, c'est devenu le wokisme aujourd'hui, c'est la même chose. Bon. Et donc avec le féminisme différentialiste, avec ces étudiants démocrates qui arrachent les photos des otages israéliens. Ça aussi, c'est très grave. Et donc, il y a tout un côté, si vous voulez, dans le Parti démocrate qui est quand même détesté par le monde entier aujourd'hui, disons par le monde qui est hostile au wokisme et au politiquement correct, au fait qu'on ait des sensitive readers aujourd'hui dans les maisons d'édition, qu'on ait des gens qui corrigent les titres des films ou des livres, qui réécrivent les romans policiers pour supprimer les passages qui sont pas politiquement corrects, etc. Trump, il a levé le couvercle sur tout ça. Alors moi, je serais très embarrassé aux États-Unis parce que je tiens Trump pour un menteur pervers narcissique, mais il bénéficie d'un mouvement de fond qui se révolte en Occident aussi contre le wokisme et contre l'aile gauche du Parti démocrate, et notamment, j'y insiste, depuis que ces étudiants démocrates américains ont arraché les photos des otages israéliens. Ça a marqué le monde entier. Et voilà. Et là, le deuxième pilier de Trump, si je puis dire, c'est le fait qu'il ait échappé à la mort et que pour, malgré tout, les chrétiens fanatiques aux États-Unis, c'est comme s'il y avait le doigt de Dieu qui l'avait protégé. Bah oui, une providence. Donc c'est les deux points pour lui qui le boostent aujourd'hui en avant. Il y a un autre, moi je ne sais pas si ce que dit Luc est vrai, mais bon, non, je crois qu'il y a une chose d'abord, c'est la revanche du machisme, c'est la revanche de l'homme blanc. Oui. C'est la revanche de l'homme blanc. Et en fait, alors, moi je suis pas d'accord sur comment Luc amène le wokisme, parce que l'éveillement, oui, il y avait un pouvoir de l'homme, pas seulement blanc, et que ce qui est intéressant, c'est que face aux revendications des femmes, au mouvement des femmes qui se concrétise en ce moment sur l'avortement, il y a une réaction machiste, non seulement de l'homme blanc, mais aussi d'une partie, par exemple, des hommes de couleur ou des hispanos. Absolument. C'est-à-dire que la majorité des blacks, si on veut, votent Harris, mais il y a une minorité qui grandit, qui n'est plus d'accord par réaction de machisme. La même chose du côté des hispanistes. Donc, aujourd'hui, le problème de Kamala Harris, c'est comment contrer cette révolte machiste face aux revendications d'émancipation des femmes. Et je crois que ça, c'est... Et là, le comportement machiste ignoble de Trump, eh bien, pousse, si on veut, le chauvinisme mâle à s'orienter vers lui. Moi qui ai beaucoup enseigné aux États-Unis, au Canada, il faut dire aussi que le féminisme, c'est pour ça que j'associe le wokisme au mouvement politiquement correct qui apparaît dans les années 80, le féminisme américain et canadien, c'est quand même, à mes yeux, pardon de le dire, un désastre. C'est pas le féminisme d'Elisabeth Badinter et républicain. Moi, je te donne un exemple concret. En 89, je vais faire une série de conférences aux États-Unis, au Canada, sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789. On m'invite c'est le bicentenaire, d'accord? Ma conférence est interdite dans toutes les universités où je vais par les Women's Studies, par les féministes qui défendent, qui siègent, tenez-vous bien, dans des ovariums de philosophie, parce qu'elles ne veulent pas le dire séminaire, parce que séminaire c'est masculin, et qui veulent que ma conférence soit interdite parce qu'elle s'appelle Conférence sur les droits de l'homme, sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et il faut que je dise Human Rights, conférence sur les droits humains. Et je leur dis, mais la déclaration s'appelle pas droits humains, s'appelle droits de l'homme. Vous pouvez le critiquer si vous voulez, mais je peux pas changer l'histoire. Et on avait affaire à un féminisme totalement délirant. Et un de mes amis qui habite au Canada me dit que sa petite fille qui a 7 ans a été renvoyée brutalement de son école à la maison parce que lors d'un bal costumé, elle était habillée, elle était venue déguisée en Pocahontas et que la directrice l'avait renvoyée en disant que c'était de l'usurpation d'identité. Vous avez ça aussi. Alors, c'est quand même délirant. Tu vois. J'aimerais vous entendre parler aussi. Est-ce qu'il y a un retour du machisme dans une partie des opinions, ou en tout cas de machisme en réaction à écouter le pape François? C'est une des déclarations. Il est en voyage en Belgique. Il a tenu des propos
contre l'avortement, qui sont dans la tradition de l'Église, mais enfin qui résonnent aujourd'hui d'une manière extrêmement forte, et sur les femmes. Écoutez sa déclaration, vous réagirez. Les médecins qui font cela sont, permettez-moi l'expression, des tueurs à gages. Ce sont des tueurs à gages. Et ce n'est pas discutable. Vous tuez une vie humaine. Et les femmes ont le droit de protéger la vie. La féminité est synonyme de fécondité, d'éducation et de dévouement à la vie. C'est pourquoi la femme est plus importante que l'homme. Mais c'est moche quand la femme veut être un homme. Non, elle est une femme. C'est un sujet grave et important. Comme sur les homosexuels, oui. Alors, qui parle ici? Est-ce que c'est le pape de gauche? Est-ce que c'est le pape progressiste, le pape sud-américain? Apprécié, pas apprécié? Un mot de conclusion, on a peu de temps. C'est la doctrine de l'Église depuis toujours. C'est pas dans la doctrine de l'Église, les PMA sont un péché mortel, l'avortement est un péché mortel, l'homosexualité est un péché mortel. Mais donc le pape ne fait que dire la doctrine de l'Église, mais il le dit de façon tellement brutale que c'est indigne, c'est insupportable. Il avait bougé sur les homosexuels, il avait dit qui suis-je pour juger, etc. Mais il revient en arrière. En tout cas, moi je trouve ça profondément mais ignoble et insupportable. Voilà, Dany Cohn-Bendit. Dany. S'occuper des choses qu'il connaît. Il n'a pas envie d'avoir des relations avec des femmes, donc il fout la paix aux femmes. C'est son problème, voilà, qu'il fout la paix aux francs. Voilà. Je trouve, et moi je suis d'accord avec Luc, c'est incroyable, parce que c'est une chape, c'est du plomb dans la tête de milliers, de centaines de milliers de femmes qui s'émancipent, qui veulent s'émanciper de la domination masculine, et arrive un pape avec sa petite voix et il leur fait la leçon. Moi, je trouve ça inacceptable. Voilà. Inacceptable. Et j'ajoute un mot, vous pouvez lire l'évangile de Jean de long en large, Jésus ne dit rien là-dessus, pas un mot. Il n'emmerde pas les gens avec ça. Ouais, mais Saint Paul, oui. Saint Paul, c'est pas très progressiste sur un certain nombre de sujets. Quoi qu'il en soit. Jésus, pas. Jésus, rien. Merci Alain et à l'autre. Tout de suite, Margot Haddad, la suite.